Bonjour à tous, bienvenue à Boisvert Radio. Aujourd'hui, c'est l'émission numéro 24 de la saison 2 de Boisvert Radio. L'événement sportif qui a retenu l'attention cette semaine, c'est sans contredit le Super Bowl 55 et match final des séries de la NFL opposant les Buccaneers de Tampa Bay aux Chiefs de Kansas City. Les Buccaneers ont gagné 31-9, gagnant ainsi un deuxième trophée Lombardi dans leur histoire et permettant ainsi à son légendaire corps arrière Tom Brady de gagner un septième championnat. Pour en parler cette semaine, j'ai deux experts à mes côtés. D'abord, je vous présente un nouveau collaborateur cette semaine qui a gentiment accepté de venir à Boisvert Radio en tant que grand partisan de football. Anthony Dionne, merci d'être là. Comment vas-tu? Ça va très bien, toi, Charles. Yes, super. Cette semaine, mon invité, c'est Vince Cochon. Vince est animateur chroniqueur de radio à Radio Énergie. Il participe aux émissions Le Boost et Ça rentre au poste. Celui qui est surnommé le gars des sports à Québec est aussi un as dans le segment Le Corridor lors de l'émission L'Antichambre à RDS. Mais aujourd'hui, c'est sa connaissance et son historique football qu'on aura besoin. Ancien joueur, actuellement consultant avec l'équipe des Zélandes Garneau collégial D1 et toujours aussi passionné de football, ça fait de lui un invité idéal pour jaser du match d'hier. Vince Cochon, bienvenue à Boisvert Radio. Comment vas-tu? Ça va très bien. Tout le plaisir est pour moi. Ça va être le fun. Yes. Donc, première question, avant de parler du Super Bowl, là, parlons un peu là, de ta carrière dans les médias. D'abord, là, quel a été ton parcours là, dans le monde des communications avant d'arriver jusqu'où tu es aujourd'hui, là, c'est-à-dire à Radio Énergie et à RDS? Ouais, c'est un parcours particulier, là, comme n'importe quoi dans le mystérieux monde de la radio. Tu viens voir la piqûre, tu veux faire ça. Finalement, tu fais ce qu'il faut, tu fais ton petit trajet. Moi, j'étais allé à l'école à Montréal quand j'ai vu que j'avais une certaine ouverture à Radio X à l'époque, parler de sport. Oui, football, mais j'ai plus commencé avec le basket. Je cherchais un chroniqueur basketball à OK. l'époque. J'avais embarqué, puis j'avais des bons commentaires. Fait que je me suis payé un cours à Montréal, en anglais-français, toujours avoir ses arrières là, dans le second langage parce que tu sais jamais ce qui peut arriver. Puis moi, j'ai toujours consommé du sport en anglais. C'est quelque chose que je voulais développer. Donc, j'ai plongé là-dedans. Puis éventuellement, chiffre après chiffre, ça a marché. Radio de soir, radio de jour, temps plein. À partir de 2003 jusqu'à l'an passé, ça a été mon alma mater. Et j'ai transféré à Énergie durant l'été passé. Puis dans la grande famille de Bell avec RDS, tout ce qui s'ensuit. Donc, c'est sûr qu'on pourrait en parler pendant une heure. Là, il s'est passé beaucoup de choses, mais Ouais. ça résume un peu là, comment ça s'est passé. C'est pas avec une formation particulière, toujours un intérêt pour le journalisme. Quand j'étais au secondaire à Séminaire-Saint-François, je pensais plus du côté écrit de la chose. Et quand c'est venu Ouais, le puis temps là, tu d'aller t'es au ramassé à la cégep, radio. je préférais Saint Lawrence pour peaufiner mon anglais avant de retourner au football pour Garneau. Et puis, très peu de temps après, avec une seule offre universitaire sur la table pour poursuivre le football, j'ai décidé de me lancer dans les médias tout de suite. Et grâce à Radio X, entre autres, ça a très bien fonctionné. Puis ça nous donne la chance de se parler de ça aujourd'hui, entre autres. Good. Comme on l'a mentionné là, dans l'introduction, tu es rendu quand même à RDS. Donc, ça veut dire que tu as quand même beaucoup gravi les échelons là, dans le monde des médias. Qu'est-ce que ces apparitions télé là, dans une chaîne sportive aussi reconnue veulent dire pour toi? Ben, c'est beaucoup de reconnaissance d'être accueilli comme ça dans la famille de RDS parce que je viens quand même d'une radio commerciale un peu isolée à Québec. J'ai fait de Ouais. la radio à Montréal au 91.9 Sport. Je peux me faire me connaître à d'autres antennes là avec Radio Nord Communication puis les différentes tentacules de l'entreprise. C'est graduel, hein? Puis quand Ouais. tu as un geste de confiance comme ça, ben, tu le prends, tu le chéris, tu l'amènes le plus loin possible. Donc, ça fait déjà 8 ou 9 apparitions à l'antichambre depuis novembre passé. Mm. Et c'est le fun d'être utilisé à toutes les sauces. C'est pas juste le hockey, le foot, le basket. Ça viendra bien. Là. C'est un segment, le carré d'as, qui veut explorer d'autres choses dans la forme du débat puis de l'éditorial sportif, des choses que j'aime bien, bref. Fait que, non, c'est une belle chance. Puis quand c'est là, faut que tu apprennes. Puis développe une très belle relation avec des gars que je croisais sur les galeries de presse, à qui je jasais un peu, comme François Gagnon, des gars comme Luc Bellemare, qui était à l'animation, un chic type, des gars comme Ray Lalonde, Phil Quentin, Guillaume Lefrançois, Tony Marinaro. Ça donne des bons segments, puis c'est une des choses le fun dans le journalisme sportif. Ouais. Ça peut être rigolo, c'est divertissant, on s'en fait pas à croire, on fait pas de politique, on est là pour s'amuser. Donc, c'est vraiment un créneau le fun. Puis RDS, de connaître les gens derrière les caméras, les producteurs, les réalisateurs, tu réalises assez vite que c'est une vraie gang de tripeux de sport. C'est Ouais. un environnement idéal pour moi. Bref. Good.
Là, dans le fond, en ce moment, ben, comme on a dit, tu es surtout dans les médias. Mais est-ce que tu vois un peu comment tu vois la suite de ta carrière? Puis, mettons, est-ce que tu as des objectifs que tu voudrais atteindre prochainement? Présentement, je suis vraiment à la bonne place. Là. Tu sais, j'ai un bon rythme. J'ai gardé des situations très intéressantes à la radio avec des gens que j'adore. Juste de découvrir la télé graduellement, je pense que c'est un éléphant que tu manges en plusieurs tranches. Il faut prendre notre temps, se peaufiner, pas se garrocher partout. Et puis, toujours avoir le maximum de préparation à chaque gig qui t'est offerte parce que c'est des choses qui sont diffusées aux quatre coins de la province. Tu n'as pas vraiment le droit à de mauvaises performances. Ouais. Si tu t'en mets trop ses épaules puis tu bourres ton agenda, ça fait des chances de moins bien performer parfois. Donc, c'est de doser ça, malgré que les offres sont partout. Là, Bell lance une nouvelle chaîne avec de l'information locale, nouveau. Ça sera en ondes très, très bientôt. C'est le genre d'opportunité qui pourrait se présenter, mais tranquillement, je veux dire, il faut bien faire les choses. Un peu comme on aborde un match de foot, hein, tellement de possibilités dans la stratégie, dans la préparation. Mais si tu tires partout à la fois, ben, tes joueurs ne te suivront pas. Là, coach Constantin a toujours dit un bon entraîneur de foot, c'est pas celui qui connaît plus que ça, c'est celui qui fait plus comprendre à ses joueurs. Et puis moi, je me vois un peu comme un joueur dans une grande formation. Donc, j'exécute ce qu'on me demande, puis j'attends les opportunités, puis présentement, elles sont bonnes, elles sont nombreuses. Donc, je vais laisser ça entre les mains de mes différents employeurs et directeurs. C'est des gens hyper compétents. Donc, je suis mon chemin, tout simplement. Mais tout tombe à point. Tu vois, moi, je vais avoir 41 ans en mars. J'ai commencé début vingtaine, donc c'est quasiment la moitié de ma vie à faire ça. Il ne faut pas lâcher. Il faut juste exécuter à chaque fois que l'occasion se présente. Ouais, quand tu tripes, c'est clair que c'est le fun de faire ça. Ah oui, vraiment. Parlons football maintenant. Raconte-nous un peu, tu as parlé un peu que tu étais joueur tantôt. Raconte-nous un peu Oui. ton historique football en tant que joueur, entraîneur ou autre rôle. Là. Je sais que tu es maintenant consultant à Garneau. Raconte-nous Oui. dans le fond ton historique football. Ah, écoute, ça a commencé l'histoire d'amour en 92. Moi, j'étais un petit gars de l'ancienne Lorette et puis je voulais jouer au football. Là. Au primaire, on jouait dans le cours d'école, on se tapochait, pas d'équipement, on s'est dit, Colin, ça serait donc bien le fun. Mais à Québec, à l'époque, il y avait quoi? Il y avait 3 clubs de football. Il y avait les Alérions, Saint-Jean-Eudes, SSF. Tu jouais souvent contre Trois-Rivières, le Vert-et-Or, même au niveau Benjamin. Donc, c'était pas super développé dans la région, en tout cas, pas dans le 2A, le plus fort à l'époque. Donc, m'avez-vous encore, les gars? Oui. Oui. OK, ce sera pas long, il y a de quoi, là, ça peut. Moi, je vous ai plus. C'est pas bien, non? Vous me voyez, hein? Oh oui, on te voit, on t'entend, tout va bien. OK. Je vais juste essayer de vous retrouver. Moi, j'ai plus l'image. Ce sera pas bien long. Trouvez ça. Pas de Good, problème. prends ton temps. Voyons. OK, excusez. Il n'y a pas de Good, problème. pas de trouble. OK, je t'ai rendu où, là? OK, Au au secondaire, je début, pense. ouais. Ouais. Donc, ma première idée, c'était d'aller à Saint-Patrick, sauf que mes deux parents, ni l'un ni l'autre étaient anglophones, donc je me suis fait refuser l'admission. Fait que c'est un peu un hasard que je me suis ramassé au séminaire Saint-François à une vingtaine de minutes de chez nous. Et puis, ça a été extraordinaire, là, de dire le bizarre, d'embarquer dans une grande famille. Fait que moi, j'ai fait mes 5 ans là. On a gagné le bol d'or cadet. On a été finaliste au bol d'or en secondaire 5. On a perdu au stade olympique contre Notre-Dame. Ils nous avaient donné une bonne volée de 28-8. Ça a été mon dernier match scolaire au secondaire. C'était un peu douloureux. Puis à ce moment-là, je me suis dit, non, j'ai peut-être un peu fait le tour. Je vais poursuivre mes études en anglais, toujours avec le désir de percer en journalisme à ma façon, à explorer mes affaires. Et puis, j'étais allé en Ontario faire un pré-universitaire également.
essayer de faire une équipe de foot là-bas. Finalement, je me suis rendu compte que je suis peut-être un peu trop vieux pour commencer ça là. C'était à London pour le pré-universitaire de Western. C'est une petite école secondaire. Fait que moi, à ce moment-là, je suis allé tout de suite au pré-universitaire prendre des cours de marketing, informatique, ainsi de suite pour pouvoir être admis à l'université en Ontario. Puis finalement, je m'ennuie un peu de la maison. Fait que ça a duré 4 mois. Je suis revenu à Québec. Puis là, coach Perron, il m'a appelé. Il avait su que j'étais de retour. Puis il s'était monté un club. Là, c'est comme PSQ collégial qui devenait Garneau. Donc, les autres, ils ont joué une première saison dans le collégial Division 2, qui était le 2A à l'époque. Puis pour leur deuxième année à Garneau, ben là, le grand Pierre-Luc Yao faisait son entrée. Histoire extraordinaire. Il aurait pu aller à Michigan. Il y avait la bourse d'études, toute la visite. Et, la grosse affaire, il est resté à Québec pour poursuivre à Laval. C'est encore lui qui a le record de toucher chez le Rouge et Or. Moi, j'ai eu la chance de jouer avec lui quand je suis retourné à Garneau. Évidemment, avec des joueurs comme Yao, les gars qu'on avait, on a gagné le bol d'or contre les Diablos. Là, c'est à ce moment-là que je garde. Ça y est, t'as ton signe, t'as gagné ta bague collégiale avec une équipe extraordinaire. Donc, j'ai laissé tomber ça au niveau joueur. J'ai joué un peu senior par la suite avec les Monarques, la LFMQ, desquels je suis devenu entraîneur pour 3 saisons. Ça a été un méchant trip. Ça. On a gagné 3 championnats de suite. Il y avait une équipe extraordinaire, plein d'anciens universitaires. Puis, avec très peu de pratique, le football senior, permettez-moi l'expression, c'est un peu boboche. Tu pratiques une fois semaine, peut-être avec 18-20 gars. Puis, le samedi, c'est la guerre sur le terrain. Puis le lundi, les gars vont travailler. C'est un peu dangereux pour le corps. Là, puis moi, j'ai toujours pensé qu'il fallait que tu pratiques au moins 4-5 fois au foot avant de jouer un match, pour être vraiment prêt. Mais c'était une ambiance différente. C'était un différent genre de football. Puis, pendant ce temps-là, tout ce temps-là, ben, je suis entraîneur sur les terrains scolaires. Je suis demeuré au séminaire Saint-François. Une petite opportunité aussi à l'Académie Saint-Louis qui ont ouvert le terrain synthétique. J'étais entré là, en 2007 sous Dan Fleury. Puis, cet automne-là également, j'avais commencé avec les élans de Garneau avec mon chum Pat Bois, qui était l'entraîneur-chef, était venu me chercher pour coacher les porteurs de ballon. Garneau était déjà dans le 3A. Et puis, j'ai une ride extraordinaire à temps plein là, avec plein d'entraîneurs-chefs, que ce soit Jeff Bergeron, Claude Junot qui vient de quitter, au bénéfice de Dom Picard, que vous connaissez sûrement, l'ancien du Rouge et Or, qui a gagné la Coupe Grey dans la CFL aussi. Ça résume un peu l'histoire de Garneau. Là, maintenant, je travaille avec les gars. On attend que le déconfinement soit le plus complet pour qu'on puisse recommencer à pratiquer. Moi, j'aime beaucoup faire les pratiques d'hiver puis former le club des élans. Je m'occupe encore des porteurs avec mon bras droit, qui est un de mes anciens joueurs, Chris Tremblay-Arnois, qui est le frère de Will, qui a joué vert et or. Je pense que vous le connaissez. Des gars de Roger Comtois, un chic type. Faire une histoire courte, je suis encore impliqué un peu dans le coaching, mais les médias, ça demande beaucoup de temps. Et puis, j'aime mieux être consultant et puis laisser les jeunes coachs se développer. Là, je suis quand même quelqu'un qui est toujours très impliqué, très énergique sur un terrain de foot. Mais quand tu n'as pas le temps donné, c'est dur de l'exiger aux joueurs. Hein. On leur demande une implication à 100% tout le temps. Donc, c'est un coach juste là, temps partiel. Je trouve que ça ne passe pas le bon message. On est toujours content de voir les boys. Je pense que c'est réciproque. On a bien hâte de les voir encore une fois pour la prochaine saison qui, on espère, aura lieu. Les élans n'ont même pas joué à un match qui a valu quelque chose. Il n'y a pas eu de saison, tout simplement. Donc, c'est un peu un retard dans le développement des gars. Mais c'est drôle, quelques minutes avant qu'on se parle, j'ai vu les tests physiques qui viennent de rentrer. Puis, je peux vous confirmer que les Orignaux sont entraînés fort. Ils ne laisseront pas beaucoup de place aux recrues abondantes qui vont entrer. Toute la compétition est restée vive malgré que les gars n'ont pas mangé de terrain pantoute. C'est des choses qui sont très rassurantes. Nos kids sont faits forts. Puis, ça résume un peu mon histoire dans le foot. C'est sûr qu'il y a tellement d'affaires. Si vous avez des questions, boys, interrompez-moi, il n'y a pas de problème. Des fois, je vais vite, puis il y a tellement de détails. C'est quand même c'est 3/4 de ma vie que j'ai passé sur un terrain de foot. Puis, bien l'intention de rester là encore pour ce que les médias me permettent de faire. Là. All right. Ben d'ailleurs, là, tu me fais penser à ça en parlant de la COVID, justement, puis la pandémie qui a probablement coupé une saison justement à ces joueurs-là. Est-ce qu'on est au courant si ces joueurs-là vont avoir une autre année d'éligibilité pour pouvoir jouer? Ou, tellement de choses inconnues dans le RSEQ. Eux autres, ils ne savent plus où donner de la tête. Ils aimeraient bien nous dire que oui, c'est le plan qui est sur la table. Il n'y a absolument rien de confirmé. Même au niveau universitaire, on a eu des rumeurs. On aimerait bien que les gars de 5e année puissent la jouer pour vrai. Alors que pour prendre l'exemple de Laval, j'ai bien des anciens joueurs impliqués là-dedans. Les autres, ils se sont dit, regarde, je vais me concentrer sur mes études, devenir le professionnel et évidemment le père de famille et ainsi de suite. Et c'est pourquoi on les forme finalement. Ils passent à l'autre étape tout de suite. C'est pas quelque chose qui déplaît aux entraîneurs parce que
tu as plus de place pour entrer du nouveau monde, mais ça brise le cœur de voir des gars qui t'ont tout donné et pas être capable de jouer leur dernière année, peu importe le niveau, secondaire 5, troisième ou quatrième année, cégep, universitaire, une cinquième année après tous les sacrifices que ça implique. C'est tough. Donc, le RSEQ veut donner la chance à ces gars-là de le faire. Puis ça va être une décision personnelle rendue là. Il y a déjà des gars qui ont accroché, décroché, appelle ça comme tu veux. Mais évidemment, nous, on aimerait ça que les gars de troisième, quatrième année puissent vivre le vrai trip du vétéran, potentiellement capitaine. Ta dernière année, c'est tout le temps magique, peu importe le niveau. Donc, on espère que les gars qui veulent en profiter puissent en profiter. D'accord. Puis, dernière question, sur une note un petit peu plus positive, là, toi, est-ce que tu as une équipe préférée dans la NFL? Puis si oui, pourquoi cette équipe-là? Oui, c'est sûr que ça vient qu'un certain fardeau, mais j'ai toujours été un fan des Raiders depuis un très jeune âge. Depuis l'âge de 7-8 ans. Bo Jackson, Marcus Allen. Mon joueur, bizarrement, c'était Tim Brown. Moi, j'étais un receveur de profession. J'ai joué un peu ailier rapproché dans mes années plus vieux au séminaire Saint-François. C'est une super position, mais je suis quand même juste 5 et 10, 3 quarts, 180 livres. Tu n'es pas un tandem de profession avec ça. Tim Brown, c'est un joueur complet. Puis moi, les Raiders, pour ce qu'ils ont amené à la NFL dans les années 70, les années 80-90, je vous conseille le dernier 30 for 30 d'ESPN qui était fait sur Al Davis. C'est un chef-d'œuvre de documentaire. Ça prouve tout ce que ce gars-là a amené. Ne serait-ce que la diversité. Le premier entraîneur noir, le premier entraîneur d'un très jeune âge, on se rappelle de John Madden, le premier entraîneur hispanophone, Tom Flores qui va rentrer à Canton d'ailleurs, la première femme dans l'état-major. C'est toutes des choses qui sont arrivées chez les Raiders, qu'ils soient à LA, Oakland ou maintenant à Vegas. C'est pas mal toujours mener le show à leur façon. Puis, c'est sûr qu'ils ont eu des années très difficiles. Ils commencent à voir la lumière au bout du tunnel avec quelques bons repêchages. Pas toujours ça, des décisions de John Gruden dans le Red Zone. C'est un gars qui amène assez d'attention au programme à l'équipe pour que les gens suivent. Puis, c'est un renouveau. Super Bowl s'en vient là. Je pense qu'ils vont le jouer à la maison comme les Bucks, encore moins de gagner. Mais ça va être une opportunité que tu n'auras absolument pas eue à Oakland alors que les égouts coulaient sur la tête des joueurs. Là. C'était vraiment... C'était un trou noir dans tous les sens du terme. Il fallait qu'ils sortent de là. La ville ne voulait pas payer. C'est leur droit pour un nouveau stade. Donc, ils sont partis à 8 heures de route dans le désert à Vegas. Puis, je vais les suivre malgré tout, mais heureusement, mon fun à regarder la NFL ne dépend pas des Raiders parce que j'avais quelques saisons assez sèches. C'est encore Derek Carr, le carrière? Oui, Derek qui a l'habitude d'échapper le ballon quand il ne faut pas. Puis Derek, depuis sa blessure, il y a un petit côté peureux qui est très humain. Donc, pour moins avec le ballon, se débarrasse plus rapidement du ballon. Il y a des belles armes autour. Je pense à Waller, qui est un athlète très intéressant. Un gars qui fait un retour à la compétition, qui a eu des gros problèmes de consommation, de comportement, puis devenu un leader extraordinaire dans cette équipe-là. Bonne ligne à l'attaque aussi. Je pense que l'attaque n'est pas à en mettre en question. En fait, c'est la défensive qui est, pour rester poli, très inconstante. Mais dans la rivalité, entre autres, Kansas City-Vegas, il ne faut pas se leurrer. Les Raiders, c'est l'équipe qui a eu le plus de succès contre les Chiefs dans les 2 dernières années. Ça peut être un rayon de soleil. Vous savez ce que c'est, les rivalités au foot. Souvent, ça amène l'équipe inférieure à un plus haut niveau que par la haine déployée, la préparation, juste tout ce que la rivalité peut impliquer. Donc, ça donne encore des très, très bons shows, entre autres comme confrontation. Puis, ils vont les avoir d'impact un bon bout avec Pat Mahomes. Je pense pas que la NFL va voir ça souvent, ce qu'on a vu dimanche, là, sans faire, c'est un peu traumatisant. Parlons du Super Bowl. Avant de parler du match d'hier en détail, là, j'aimerais savoir comment ça se passe un Super Bowl chez Vince Cochon. Mettons, sans pandémie, puis hier, là, avec pandémie, quelles sont les traditions là, chez toi pour le fameux dimanche du Super Bowl? Ouais, il y a encore de l'indiscipline de mon côté. Ouvrir une canette à 10h15 quand tu te lèves à 4h20 le lendemain, c'est pas la meilleure idée, mais c'est le Super Bowl. J'étais tranquille. J'avais ma superbe copine qui dormait sur le divan au 4e quart. Elle est restée, mais elle est tombée au combat. J'ai une fille de 5 ans qui a quitté au premier quart parce qu'elle était de l'école le lendemain. Et la plus vieille, elle a 11 ans, puis elle a participé. On a mangé de la bouffe pas santé.
On a abusé Comme des tout le bonnes monde. choses. On a parlé un peu salaire de joueurs. On est resté pour le show de la mi-temps, de week-end. C'est pas des fans de football. Moi, je suis en désavantage numérique. Je vis que 3 fans. Mais juste de pouvoir centrer la soirée autour d'un événement comme ça de foot, alors que le monsieur un peu bizarre a plein d'affaires à dire, il parle full vite, il est super excité en espérant que ça ne fait pas trop peur, qu'il puisse prendre ça et en faire une tradition familiale plus tard à leur tour. Moi, j'ai commencé avec des cousins. Le premier Super Bowl que j'ai vu, que je me rappelle vraiment, c'était Bills Giants, la première défaite de 4 de suite des Bills avec le désormais célèbre Jeff Hostetler et sa moustache avec les Giants. Les Bills étaient favoris, puis je me rappelle avoir pris un pari contre mes cousins sur les Giants parce que, encore une fois, je suis hyper prévisible. Je vais toujours pour le meilleur front défensif. C'est encore ça qui avait prévalu ce fois-là, quoi, que Bruce Smith et ses amis, c'était assez solide. Là. C'était un match super serré avec le fameux placement célèbre de Scott Norwood raté en fin de match. C'est un peu c'est un peu quelque chose qui va faire mal éternellement aux fans des Bills. Je connais qu'ils regagnent ça. Là. On a d'ailleurs très hâte pour eux. Ils étaient finalistes de l'AFC cette année. Ils ont une très belle équipe. Mais, c'est des souvenirs que moi, je vais toujours amener avec moi. Puis c'est quelque chose qui s'est passé en famille, en espérant que le confinement a amené ça. Des nouvelles traditions familiales, alors que les boys, boys will be boys, on se rassemble toujours au Super Bowl. Et puis parfois, ça implique que papa s'en va de la maison avec ses chums, où il accueille plein de ses chums, puis tu n'as pas le temps pour la famille. Donc, il faut en profiter pour les bonnes choses que ça amenait cette année, en dépit de tout ce que ça nous enlevait. Oui, tout à fait. Mais là, je le sais parce qu'on en a parlé un peu avant de partir l'enregistrement, là, mais quelle est ta meilleure anecdote ou ton meilleur souvenir là, relié au Super Bowl? Ouais, c'est pas compliqué. Quand tu es allé, c'est des souvenirs à vie. Moi, je suis allé seulement une fois. Puis j'espère y retourner vraiment. C'était les Cards contre les Steelers, Super Bowl 43, dans le même Raymond James Stadium dans lequel s'est joué le 55e. C'était incroyable le déploiement. Là, je veux dire, la sécurité était béton. C'était quelques années. C'était quoi? C'était 6 ans après le 11 septembre. Puis vraiment des manteaux jaunes partout à raison de milliers, une dizaine d'heures avant le match. Moi, c'était la première fois de ma vie que je voyais un événement qui était aussi sécuritairement gardé. Ça était quasiment tannant. Il fallait entrer dans le stade. C'était pas déplaisant, là, mais plusieurs heures avant pour se placer. On peut faire le tour, évidemment. J'avais vu ABC qui diffusait le match avec le très déplaisant Chris Collinsworth. Désolé, Chris. Qui était dans le bateau avec toute la gang. La technique était déployée dans le fameux bateau des boucaniers. C'était incroyable de voir l'échauffement 1 heure et demie avant le temps, de voir toute la pliométrie des gars, les batteurs de dégagement qui sont des robots, ni plus ni moins. De voir tout ça longtemps avant le match dans un événement aussi grandiose. De pouvoir côtoyer des fans des Cards, ça ne m'était jamais arrivé. Moi, j'ai vu peut-être 25-30 matchs dans la NFL dans ma vie. J'avais vu les Cards de l'Arizona, puis ils étaient au Super Bowl, et puis il avait pris les devants au 4e quart, puis j'étais dans une section particulièrement dans le haut de Raymond James Stadium, où il y avait beaucoup de fans des Cards, puis j'ai vu des gens pleurer, moi, quand Larry Fitzgerald est parti dans le seam en profitant d'un Polamalu qui était trop gourmand, qui blitzait tout le temps, bref. Donc, ça laissait Fitzgerald 1-1, puis là, Warner l'avait pogné juste sur le zipper, puis il avait couru pour un toucher. Les Cards prenaient les devants, les fans, ils se prenaient dans le bras, ils pleuraient, ils étaient sûrs qu'ils allaient chercher ça, jusqu'à temps que Big Ben ramasse ça avec la poussée de la fin du 4e quart, avec le fameux catch de Santonio Holmes dans le coin de la zone des buts. J'avais vu cette pauvre foule-là totalement dessoufflée, était fatiguée. Moi, je prenais pour ni l'une ni l'autre des équipes. Je me mettais dans leur peau. La dernière fois que je voyais de quoi la télé n'était pas en couleur, je capotais pour eux. C'était des gens qui ont dépensé des milliers de dollars pour être là. Puis, ça leur avait glissé entre les doigts. Mais c'était vraiment un Super Bowl spécial. À la mi-temps, c'était Bruce Springsteen de base. Donc, en pleine Floride, être avec 60 000 personnes qui chantent absolument chacune des paroles. Donc, Springsteen n'aurait pu pas chanter pantoute, puis on aurait absolument eu toutes les paroles, toutes les chansons, un show pesant, lourd, avec de la pyrotechnie. Il n'y a rien de plus américain que Bruce Springsteen, donc qui était au Super Bowl. C'était capoté. Mais le plus gros événement dans ce match-là, c'est le toucher de James Harrison. Avant la fin de la demi, c'est le plus long toucher défensif de l'histoire du Super Bowl. Probablement que James est encore fatigué de cette course-là. Quel athlète en passant. C'est fou de le voir aller
d'intercepter ça à la porte des buts, de ramener ça sur 99 verges. Il y avait beaucoup de fans des Steelers, il devait être à peu près 40 000 en gros avantages numériques. D'ailleurs, le tailgate était un déploiement totalement black and gold. Les gars étaient installés d'un fois à 24 heures à l'avance, ça se faisait des feux, puis ça respirait la confiance. Ils l'ont gagné de peu, là, mais ils étaient plutôt arrogants. J'assistais à tout ça, d'être à Tampa Bay un jour avant. J'ai fait un beau tour de la Floride avec mon ex-employeur Patrice Demers, que je salue, qui avait absolument tout payé. Il a passé ça ses dépenses de compagnie, mais quand même, moi, je n'ai pas payé une scène. J'aurais peut-être jamais eu l'opportunité d'y aller. J'étais son chroniqueur, journaliste sportif à l'époque. Puis j'en remercie. C'est vraiment quelque chose duquel je vais me rappeler toute ma vie. En plus, un Super Bowl serré. Puis tu es quasiment chanceux d'être allé seulement une fois dans ta vie, dans les 20 dernières années, puis que Tom Brady ne soit pas là. C'est quasiment une chance parce qu'il est tout le temps là. Ouais. Donc, on ne sait pas. Peut-être qu'on va être chanceux l'an prochain. Il a dit qu'il revenait. Les gens qui l'haïssent, ils n'ont pas fini. Ouais, c'est sûr que vivre un Super Bowl en live, ça doit être une méchante expérience. C'est tout un match en plus. Pour vrai. Je vous le souhaite. Puis, moi, je ne pensais pas me rendre là pour vrai. Même après une dizaine d'années à couvrir le sport, je me dis, gars, si ça arrive, on verra. Ouais. Mais à la bonne place, au bon moment, ça va vous arriver vous aussi. C'est sûr qu'il faut triper là-dessus. C'est le prérequis parce que tu vas finir par te déplier puis te payer ça. Puis, vraiment vivre ça pleinement, puis ça passe tellement vite. Ouais, Colin que ça passe. Tellement que c'est long à attendre. Même hier, on était dans notre salon, là, avec les 10-12 heures d'avant-match, on se dit, c'est long. Mais une fois que c'est parti, là, tu pognes comme de quoi, le stress pogne, là, ça se défile. Tu oublies l'attente, c'est comme tellement intense. C'est 60 minutes dans lesquelles il y a tellement de choses reposent. C'est ça à chaque année. Puis je sais que le Canadien ne fait pas souvent la finale de la Coupe. Ça va sûrement changer le mood quand ils vont s'y rendre. On le souhaite. Mais parlez-moi d'une finale, moi, tout sport confondu, qui fait autant jaser. Il faut remonter aux Olympiques quand nos gars sont impliqués, quand nos meilleurs ils sont dans le sport de hockey sur glace, parce que pour le reste, le Super Bowl, à chaque année, c'est vraiment spécial. Même les gens qui ne s'intéressent pas vraiment au sport, ils en parlent, ils font quelque chose. Donc, c'est très, très hot. Dire que dans les années 60, le stade n'était pas plein, le sport de football professionnel était une risée à comparer du sport collégial. En même pas 60 ans, c'est devenu la plus grosse affaire qu'on a ici, pareil. Ouais. C'est clair que c'est fou comment le Super Bowl rassemble le monde. Genre, par exemple, des 100% des Québécois qui ont écouté le Super Bowl hier, c'est sûr, il y en a genre juste 90. Il y en a un gros 90 qui n'ont pas vu notre game de l'année. Exact. Puis moi, j'en fais un peu partie. Puis ils profitent du Super Bowl pour manger des ailes de poulet, mettons, sans pandémie, se rassembler, avoir du fun. Puis t'es là, on est dans une année de Jeux olympiques, là, mais c'est clair que, par exemple, 2020, c'est le Super Bowl qui était l'événement sportif de l'année. Puis c'est sûr que... Même RDS, ils ont scoré avec un match pas serré. Il y avait une moyenne de 1 113 000 personnes, seulement RDS. Oui, c'est fou. Seulement en français qui ont regardé ça. Donc, on est genre 8 millions au Québec. Là, fait que... C'est ça. Puis il n'y a pas 8 millions de francophones. Je veux dire, puis il y a bien des francophones qui le regardent avec raison avec CBS. C'était Tony Romo qui dit le jeu avant. C'est intéressant comme produit aussi. Mais c'est ça. La NFL s'en plaindra pas. Là. C'est comme ça à chaque année avec un seul match qu'ils se font une nouvelle banque d'amateurs. Je ne sais pas si ce match-là pognait assez, mais juste que Brady gagne de cette façon-là, c'est assez pour accrocher bien du monde, bien des jeunes et moins jeunes au sport de football. Puis il y a bien des puristes qui sont tannés de voir dans leur gang arriver 2 semaines avant la fin des gens avec de l'intérêt. Moi, je trouve que c'est exceptionnel pour ça. La NFL, ils ont créé l'événement pour créer des fans année après année. Donc, c'est un coup de génie, littéralement. Puis c'est rendu que ça pogne en français comme ça pogne là, avec l'équipe qui est géniale à RDS. Là, vraiment, toujours des gars. Tu peux les mettre 8 heures en ondes, il y a toujours de quoi d'intéressant à dire. C'est avec une production qui était difficile. Là. C'est un bureau sur René Lévesque à Montréal. Là. C'est pas évident là, de donner un contenu qui accote CBS qui est retransmis sur TSN à cause que c'est en anglais. Bref, chapeau. Vraiment, c'est un sport qui grandit à être connu puis qui grandit de surcroît. Définitivement. Là, dans le fond, comme on avait mentionné dans l'intro,
les Buccaneers de Tampa Bay qui ont gagné 31-9 contre les Chiefs de Kansas City. Là, je reviens justement au fait que tu m'as dit que tu étais un fan des Raiders. Ça a quand même dû être une certaine satisfaction de voir les Chiefs se faire battre de la sorte. Pas vraiment, mais tu sais, je suis un gros fan de Pat Mahomes. Désolé, Raider Nation, mais tu peux pas ne pas aimer ce gars-là. En tant qu'entraîneur offensif, tu dis tous les systèmes de jeu. On tripait bien gros à la fin des années 2000 sur le spread, là, qui était très populaire au collégial. On a Pat Bois, qui est mon collègue, on a amené ça à Garnou, puis on tripait, puis on disait ça avec un vrai général, un corps mobile. C'est pas arrêtable, ça. Là, tu regardes ce que Mahomes fait avec les Chiefs, et tu te dis, comment je peux copier ça? C'est impossible. Même si tu as des athlètes comme Hill et Kelsey qui sont clairement spéciaux, ça te prend Mahomes pour rouler cette attaque-là. C'est ce qui fait que c'est... Puis moi, je trouve que c'est du jamais vu. Et même dans la stratégie, à quel point ce gars-là te donne plusieurs options. Sauf que la logique au football est demeurée. Puis c'est pour ça que j'avais prédit que les Bucks l'emporteraient. C'est pas à cause que j'aime pas les Chiefs. J'adore ce qu'ils amènent comme vent de fraîcheur à la NFL. Mais c'est sur les fronts que ça se passe. C'est autant que moi, je suis un gars considéré comme un gars de skills. Les petits qui courent avec le ballon. On les aime, les gars qui passent, qui attrapent le ballon, qui courent avec le ballon. Ils ramassent les statistiques. Nos poules sont basées là-dessus. Entre vous et moi, ils ramassent absolument toutes les filles. C'est correct, mais ça se passe quand même sur les fronts. Quand tu arrives avec la meilleure ligne défensive et la meilleure ligne à l'attaque, peu importe qui t'as dans ton club, je veux dire, c'est la NFL, il y a du talent partout. Tu as des maudites bonnes chances de gagner. Tu ajoutes à ça que Tom Brady est négligé par 3,5 points, mais qu'est-ce que c'est ça? Tu réalises que les Bucks auraient dû être favoris aux preneurs au livre. Donc, moi, j'ai sauté là-dessus. Autant je respecte les Chiefs, mais juste Jason Pierre-Paul et Shaq Barrett contre les plaqueurs à l'attaque des Chiefs, ça a été un carnage, c'était prévisible. On n'a pas parlé de Sue et de VA dans le centre. C'est deux monstres. Sue, c'est vraiment pas un gentil garçon. Là. Lui, c'était sa chance de gagner le Super Bowl malgré sa mauvaise réputation. Puis de l'autre côté de la balle, pas le même genre de joueur, mais personne parlait d'Antonio Brown. Antonio Brown, toujours personne n'est capable de couvrir ce gars-là, même s'il traite de parfait imbécile. Il a manqué de gâcher sa carrière. Là, c'est sur un terrain de football au Super Bowl avec Tom Brady, qui est devenu son co-chambreur. Le gars l'a littéralement pris sous son aile. Aïe, 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 je ne vois pas. Je ne sais pas comment les Chiefs auraient pu s'en sortir. Je voyais meilleur que ça dans ce match-là. Je voyais faire plus de jeux. Sauf que les Bucks étaient plus physiques. Pour moi, c'est l'aspect numéro 1 au football. Quand tu as ça, tu peux gagner tous les matchs. J'ai vu ça passer sur les réseaux sociaux. Du monde disait, c'est clair que Pat Mahomes aurait beaucoup aimé avoir Laurent Duvernay-Tardif sur sa ligne offensive pour le match d'hier, parce que je pense qu'il y avait juste le centre qui était à sa vraie position ou qui n'était pas un remplaçant. Là, sinon, tout le monde était soit blessé ou sur la liste COVID ou quelque chose, ou dans les CHSLD au Québec. Fait que... Ouais, c'est sûr qu'il l'aurait pris, mais la grosse perte, c'est Eric Fisher. Eric Fisher, c'est le tackle à gauche des Chiefs depuis le tout début de sa carrière. C'était un premier choix au total. Tu referais ce repêchage-là, il ressortirait premier au total. C'est un monstre. C'est un gars qui peut aller au Pro Bowl à tous les ans. Là. Ça a été vraiment une grosse perte. Surtout contre un ailier défensif comme Jason Pierre-Paul, qui a gagné le Super Bowl avec les Giants, qui a perdu des doigts, mais aucune agilité. Ce gars-là, tu le regardes, tu dis, il est donc bien mec. Il pèse 275 livres, c'est un 6 pieds 5, le poids tellement bien réparti, tellement long, tellement fort avec ses bras, tellement articulé. Donc, ça prend un gars comme Fisher pour le bloquer. Puis, écoute, je ne suis pas Andy Reid, puis Andy va toujours être un meilleur coach que moi, mais moi, ce que je n'ai pas aimé les Chiefs, c'est qu'en deuxième demi, tu as continué avec une protection à 5, alors que tu te faisais dévorer, là. Même avec une pression sans blitz. C'est au minimum 2 gars des Bucks qui rentraient sur 3e essai contre ces 5 gars-là qui étaient totalement inaptes à bloquer à 5 contre peu importe ce que tu leur balançais. Garde un porteur de ballon dans le champ arrière. Si la voie est libre, il va se dégager. Il va aller prendre le spot contre la zone des Bucks. Mais on ne l'a pas fait. Je ne me l'explique pas. On était trop agressif à ce niveau-là. C'est sûr qu'ils l'ont vu. Je l'ai vu. Mais ça m'a vraiment déçu parce que tu as laissé le Jedi du football, l'homme de 500 millions sans réponse. Pat a couru pour 500 verges à l'horizontale puis de reculons. Il a couru pour sa vie tout le long. Ça en faisait mal au cœur de voir ça, à quel point un gars si talentueux pouvait être dans le trouble. Mais encore une fois, c'est la justice du football qui a été appliquée. Je trouve que les Chiefs sont... C'est plate à dire d'Andy Reid, qui est un gourou, mais Bruce Arians et ses acolytes ont mangé le banc adverse aussi. C'est pas juste les joueurs qui ont gagné ce match-là.
Good. Tom Brady gagne un 7e Super Bowl. Est-ce que c'est le greatest of all time? À plein niveau, oui. J'ai toujours discuté de la qualité d'athlète de Tom Brady. Quand je le vois courir, je ris. Donc, je ne peux pas dire que c'est le plus grand athlète à avoir joué corps arrière. Par contre, oui, c'est le plus grand corps arrière de tous les temps. Ouais. Et de par sa mobilité, je te dirais son accélération, c'est des choses qui sont des carences pour Tom Brady. Par contre, il n'y a pas que la vitesse et les verges au sol dans la mobilité. Il a évité la pression. Et pour ça, c'est un virtuose. Le petit pas à gauche, le petit pas vers l'avant, le petit pas à droite, tout pour tirer du temps dans la grâce que seul Tom Brady ou peut-être un gars comme Peyton Manning pouvait appliquer. Et puis, cette capacité de lancer en sachant très bien qu'il ne complétera pas, mais juste pour attirer le mouchoir. Et il sait qu'il y a du contact à la ligne de mêlée, puis il sait que la couverture va être serrée. Il va lancer pour ne pas être intercepté, pour aller chercher le contact sur une couverture. Les gens n'ont pas idée à quel point ça se fait vite, que ça prend un œil pratiquement de faucon pour voir ça. C'est vraiment un gars, premièrement, qui est toujours mieux préparé que tout le monde. Puis c'est un gars qui est plus tough que ce que les gens disent. C'est un gars qui a mangé beaucoup de coups. Et les gars le respectent pour ça. Et c'est une des raisons pourquoi il a à peine sué dans ce match-là. Il aurait pu jouer le lendemain avec le même uniforme sans le laver. Il n'y avait aucune tache sur son gilet. Parce qu'il évite la pression. Puis il s'est mis dans une situation gagnante. Les gars jouent plus fort pour Tom Brady. Et ça fait partie du pourquoi c'est le meilleur de tous les temps. C'est un gars qui, même de l'autre côté de la balle, inspire des joueurs défensifs à faire de grandes choses. On parlait de Sue tantôt, qui a joué son meilleur football en carrière. Devante David, ça a toujours été un excellent secondaire par tout ce qu'il a joué. Mais quand Brady est arrivé, c'est devenu une coche au-dessus. C'est devenu le vrai capitaine qu'il devait être. Le racolade en fin de match voulait beaucoup dire, genre, merci Tom d'être venu à Tampa Bay. Parce qu'à cause de toi, j'ai gagné. Toujours été un excellent joueur. Il a toujours gagné des millions et des millions à façonner le terrain, à faire des plaqués de ligne de côté à ligne de côté. Mais qu'est-ce qu'il a fait de tous ces gars-là? Mike Evans, des gars extraordinaires. C'est la venue de Tom Brady. Il n'est plus du moins, les gars l'avouent tout. Antonio Brown a gagné le Super Bowl à cause de Tom Brady. Oui. Plus ni moins. D'ailleurs, là, j'avais aussi comme question, tu sais, Tom Brady a été justement nommé joueur par excellence de cette partie-là. Est-ce que tu penses qu'il le méritait pleinement ou, mettons, il y aurait d'autres joueurs qui auraient pu l'avoir? Je pense, mettons, à des gars comme Levante David, Devin White. On peut même parler d'Antoine Winfield qui a eu une interception. Oui, mais les gars l'auraient pris, là, puis ils l'auraient donné à Tom. Comme Joe Sakic a donné ça à Raymond Bas. Je veux dire, tout le monde voulait que ce soit Tom Brady, le MVP. Je comprends que tu vas donner ça à l'unité défensive aux 11 gars. Ben, il l'aurait pris à 11 paluches, puis il aurait donné ça à Tom. Même chose pour Gronk, qui aurait fait la même chose. Gronkowski, qui a un match bestial. Il ne sait jamais s'il va te mettre sur le derrière à la ligne de mêlée, il va partir sur une verticale pour te manger 35 verges. Tu as beau mettre ton meilleur maraudeur ou secondaire dessus. Tu as vu que, ben, premièrement, on s'entend qu'il n'a pas déjeuné au Fruit Loops. Là. C'était plein de couleurs, mais c'était pas des céréales. Il affichait une forme olympique. Je veux dire, moi, les coéquipiers comme ça, moi, ça me rendait aussi bon qu'un Tom Brady. C'est un gars qui est contagieux, c'est un gars qui est bestial. C'est un gars qui aurait pu gagner MVP aussi. Il a quand même 2 touchés des 3 passes de toucher de Brady. Mais non, c'était Tom, c'est tout simplement ça. C'était écrit dans le ciel. Je veux dire, tous les gars voulaient ça, les coachs voulaient ça. C'est son 5e en plus, fait qu'il coiffe Montana de 2. Et moi, Joe Montana, quand je grandissais, quand je jouais au football dans le cours d'école au primaire, c'était lui le plus grand de tous les temps. C'était lui l'intouchable. C'était lui qui allait au Super Bowl puis qui ne le perdait pas. Il a gagné 4 fois. Puis l'autre MVP, c'était Jerry Rice. Là, Tom Brady avec 5 et avec 2 équipes différentes. Plus de Super Bowl que toutes les franchises ont 2 Super Bowl. Donc, je veux dire, la discussion est terminée pour les gens qui avaient encore un débat là-dessus. Les autres, vous êtes totalement déraisonnables. D'ailleurs, même une autre stat qui me vient, là, Tom Brady a même gagné, je pense qu'il a gagné un Super Bowl dans 3 décennies différentes, ça se peut-tu? Oui. Gagné dans 2000, dans 2010, puis là, dans 2020 aussi. Tout à fait. Incroyable. Comme corps arrière partant, là. Et j'ai du respect pour la profession, mais ce n'est pas un batteur de dégagement de 43 ans, là. C'est ton leader incontesté. Il n'est pas fait intercepter. Et qui affrontait une défensive. Les Chiefs, ont une réputation d'avoir une très bonne attaque. Ils ont pogné les nerfs, mais quand tu viens justement à mettre des mouches dans le traîneau à Tyrann Mathieu, ben, tu n'es pas un Jedi, tu es littéralement Palpatine.
Tu contrôles l'univers au complet. C'est l'enfer comment ce gars-là rentre dans la tête des gars. C'était beau essayer d'y parler de sa mère en termes très peu courtois. Je veux dire, tu nous vas répliquer, tu l'as vu à pleine bouche. Là, il lance jamais la première pierre, c'est pas son genre. Tu t'es excusé à la fin du match aussi, mais Matthew ou Chris Jones, lui, il fait son affaire, puis il gagne décennie après décennie contre des gars qui pourraient être ses fils, ni plus ni moins. Tout à fait. Je vais te poser aussi comme question, en tant qu'entraîneur de football, là, justement pour Garneau, selon toi, là, en quoi le plan de match des Bucks était meilleur que celui des Chiefs pour gagner ce match-là? C'était simple, c'était agressif. C'était couper la première lecture à Pat Mahomes, dénommé Tyreek Hill, en est souvent l'exemple. Un autre, c'est Travis Kelce. Donc, une fois que tu as fait ça, il faut que tu t'assures que tu as de la pression sur le gars, parce que si Mahomes se rend à la deuxième lecture trop aisément, vous savez ce qui va arriver, ça va être de la fantaisie. Il va remplir Sports Center à lui seul, un grand coup de fesse saillant. Ça te prenait cette assurance que tu avais de la pression sans nécessairement blitzer, ce qui te permet de reculer en zone tes secondaires très athlétiques, donc garder tous les marchands de vitesse des Chiefs devant toi en gardant les yeux sur Pat Mahomes, c'était très important. Tout ça vient de la pression que tu es capable d'exercer avec un front défensif totalement bestial. Oui, il y avait des twists, mais c'est ce que j'ai aimé, moi. C'était simple, simple, simple. On coupe la première lecture à Pat Mahomes et on le pourchasse. On est capable, on se paye un extrait avec un casse en dessous du menton. Puis on va créer la peur dans ce champ arrière-là. Et puis les Chiefs ont juste été trop arrogants dans leur façon. Ils ne sont pas ajustés. Ils ont continué à jouer de la façon qu'ils ont toujours joué. Alors que Kelce a fait ce qu'il avait à faire. En fait, c'est probablement le seul joueur offensif qui n'a rien à se reprocher à part avoir échappé une passe. C'est quand même très rare de la part de Travis, qui trouvait toujours la bonne zone, quand même, était une très, très bonne soupape. Mais le gros perdant de ce match-là était Tyreek Hill. Donc, dès qu'il y avait la balle, c'était très rarement. Il y avait 3-4 goals plaqués, comme les Bucks nous ont montré toute l'année, d'où la stratégie qu'on tente de s'expliquer. Il y avait autre chose, mais ça consiste à ça. Tout le monde est capable de comprendre ce plan de match-là. C'est simple, c'est agressif, c'est confiant. Et puis, c'est empêcher le long jeu, qui est littéralement le pain et le beurre des Chiefs de Kansas City. Good. Donc, pour gagner, là, qu'est-ce que les Chiefs auraient dû changer dans leur jeu? Comme je te dis, la protection à 5, moi, j'en reviens pas qu'elle soit revenue en deuxième demi. Tu sacrifies une cible, au pire, tu la libères s'ils n'ont pas de job. Il y en aurait eu de la job. Je veux dire, Edward Zeller, c'est un jeune homme. Je ne dis pas de prendre Jason Pierre-Paul homme à homme et de le garder 3 secondes. Mais rendu là, je veux dire, il a le droit, là, en dessous des hanches, on chope, on fait mal à ces gars-là s'ils sont capables de. Il est capable en masse de tromper la vigilance d'un joueur de ligne à l'attaque totalement dépourvu de solution. Donc, puis de garder Kelce en protection aussi une fois de temps en temps, puis de le ressortir dans le flanc, dans un tracé un peu à délai, ça aurait été une stratégie intéressante. Et revenir à. Ils sont capables de faire ça. Ils nous ont montré toutes sortes de choses toute l'année. Capable de faire rouler Pat Mahomes aussi si tu amènes un Kelce ou un autre allié rapproché ou quoi. 6e joueur de ligne à l'attaque s'il le faut, juste pour te permettre d'aller chercher le coin avec un sprint roll, comme on appelle, ou un roll-out complet. Tu sais, Mahomes est mobile. Je ne te dis pas de lui faire courir 15-20 verges pendant tout le match parce que tu vois que l'état de son orteil le rattraper pendant le match, mais d'acheter du temps de façon coordonnée avec un flood, puis l'opportunité, donner l'opportunité aux super joueurs des Chiefs d'étirer le jeu et de trouver les zones libres. Mahomes a tellement un dard impressionnant. Il peut lancer avec force en courant. Juste tout explorer ces options-là, mais pas le faire en mode improvisation, parce que les Bucks sont vraiment assurés de tout garder ce beau monde-là devant eux, puis d'assurer une pression totalement free-for-all. Donc, je suis retourné à la base. Je pense qu'on a voulu demeurer les Chiefs alors que les Bucks étaient entièrement préparés pour ça. Puis encore là, il y a plein de choses qu'ils ont pris de panique. C'est la moins bonne ligne à l'attaque qu'ils ont mis sur le terrain en 3 ans. Bad timing, les boys, c'est le Super Bowl. Donc, c'est trop de pression sur Mahomes. Je comprends, mais même moi, j'ai encore un immense respect pour lui. Il va rebondir. En fait, c'est un match qui va plus l'aider que d'autres choses. Si tu te fies au grand de l'histoire du sport, c'est le genre de match qui rend un athlète dominant encore plus dominant. Donc, puis écoute, Andy Reid, là, je vais arrêter de parler contre lui.
perdu sa petite fille d'un accident de voiture. C'était horrible ce qui s'est passé la semaine avant le Super Bowl. Ça doit être un gars qui commande des équipes de façon robotique depuis des décennies. Ça touche ta famille directement. Oui. Les gens l'accusaient de prendre un temps d'arrêt ridicule au deuxième quart qui a mené à un toucher des box, littéralement. C'est une autre façon arrogante de coacher, mais je ne veux pas blâmer le gars d'avoir été déphasé comparativement à d'habitude. Ça aussi, c'est un mauvais synchronisme, des choses qui arrivent au mauvais moment dans une vie. Tu disais que cette défaite-là va rendre Mahomes meilleur, mais Tom Brady en a perdu aussi des Super Bowls. Là. Ah oui. Fait que c'est clair que Mahomes, on De la même façon, n'a pas fini de voir. Là. Les Giants et les Eagles ont battu Tom Brady de la même façon que les Bucks ont battu Pat Mahomes. Je veux dire, c'est la pression excessive sur le corps. C'est le meilleur front défensif qui a gagné. Moi, c'est une variable que je traîne de Super Bowl à l'autre. Ça a tellement prouvé souvent son efficacité. La dernière meilleure ligne défensive qui a baissé pavillon, probablement celle des Rams, Anthony, avec Jared Goff qui est arrivé avec pas d'offensive sans caucus contre une défensive qui avait rentré 2 cases sur le terrain et qui choisissait quand le micro de Goff qui ne marchait plus après le fameux 15 secondes. C'était une belle préparation de Belichick. Mais tu vois, cette fois-là, avec Donald et les gars autour, là, c'est vraiment lui donner une grosse ligne défensive. Puis encore là, le match était serré, là, puis on avait joué tout un match. Tu vois qu'avec une unité comme ça, tu as toujours une chance. Je me rappelle justement Pierre-Paul avec les Giants, Strahan pour l'édition avant. Plein de gars vraiment intéressants. L'ancien Notre Dame, Justin Tuck. Puis, tu sais, les Eagles, c'était pareil avec Brandon Graham, puis avec le sac qui a créé l'échappée. C'est Tom Brady qui fait des fumbles là, sur un sac, c'est quand même assez rare. Des fois, ça arrive dans la neige contre les Raiders, puis ils appellent ça une passe incomplète, mais on va passer à autre chose rapidement. Mais quand tu as cette ligne défensive-là, même Tom Brady le sait lui-même, les 3 fois qu'il a perdu, c'est à cause, il n'était pas capable de se débarrasser du ballon à temps, puis préférait manger à balle, pas faire d'erreur, tu perds des verges. Déjà que lui, c'est pas le gars le plus rapide pour aller chercher un 3 et long en improvisation. Donc, il le sait, puis je pense que si le message n'était pas passé, on a une autre preuve cette année que c'est avec ça qu'il faut que tu arrives au Super Bowl avant tout. Là aussi, là, on a vu beaucoup de fans des Chiefs qui n'ont pas été contents à cause de ça, mais on a vu beaucoup de mouchoirs qui ont été lancés justement contre les Chiefs, surtout en première demi. Dans le fond, toi, qu'est-ce que tu pensais du travail des officiels justement dans ce match-là? Il y en a un qui était saucé, là, je veux dire. Moi, au Super Bowl, j'ai plus l'attitude de laisse les gars jouer, puis dans le doute, abstiens-toi. S'il y a récidive, là, tu y vas. C'est sûr que tu connais les demi de coin de la NFL puis les maraudeurs en situation homme à homme. Ils ont tous les trucs pour t'accrocher puis les arbitres ne voient pas. Puis, j'ai trouvé que les passes sur 2 appels étaient, mettons, plus ou moins attrapables. Donc, moi, à ce moment-là, j'aurais laissé aller. Mais en aucun cas, les punitions, c'est l'argument, le pourquoi principal les Chiefs ont perdu. Moi, non, tu n'es pas capable de protéger ton corps. Je veux dire, tu vas pogner 9, 10, 15 punitions pour 100, 150 verges. C'est toutes des choses qui vont t'empêcher de gagner en tout temps, mais je trouve ça pas correct de la part des Chiefs qui ont un peu profité du même traitement contre les Niners l'an passé. Je trouve qu'ils ont la mémoire courte. Donc, je déteste embarquer les arbitres dans un verdict. Là, j'ai encore mes vieilles cicatrices de fan des Raiders quand je parle du Tuck Rule. C'est une exception, c'était vraiment dégueulasse. Mais pour le reste, c'est sûr que c'est tough. Je regarde l'unité défensive, mais comment elle rebondit de ça? Mais envoyer pète tous les arbitres, tomber d'en face à Tom Brady. Là, je m'adresse au Honey Badger. Là, tu fais paniquer toute ton équipe en tant que leader. Même chose pour Chris Jones, qui était un gars qui était hyper important hier. Perdu les pénales, c'est bien envoyé promener tout le monde. Mais quel message t'envoies aux jeunes qui te suivent? Ils t'ont vu gagner le Super Bowl l'an passé. Si t'es pour le regagner cette année, il va falloir que toi, tu aies ta tête en premier lieu. Donc, moi, j'ai plus blâmé ça, l'indiscipline. Pas juste au niveau des punitions, juste le comportement sur le terrain. Les Chiefs sont totalement échappés. Pour moi, c'était triste à voir. Pour un fan des Chiefs, moi, c'est ça qui m'aurait fait le plus mal. Ouais, ils ont vraiment perdu la tête, honnêtement. Là. Même moi, j'ai trouvé... il y a eu beaucoup de punitions, mais honnêtement, je trouve que la majorité était quand même justifiée. Là. C'est sûr que forcément, comme dans n'importe quel game de football, il va en avoir qui sont pas mal plus douteux. Là. Ouais. Mais honnêtement, moi, personnellement, j'ai trouvé qu'il était justifié. Là. Ben moi, quand ça empêche l'équipe qui joue le plus physique de gagner, j'ai un problème.
On s'entend que c'était assurément pas le cas. C'est l'équipe qui frappait le plus fort, l'équipe qui était la plus physique. C'était les Buccaneers de Tampa Bay. De loin, qui méritaient le Super Bowl. Peu importe par lequel pointage. Je comprends qu'il y a bien des moins passionnés qu'au troisième quart, pour eux autres, c'était fini. On les a perdus, puis je les comprends. Mais c'était passionnant de voir Pat Mahomes quand même. Ils sont arrivés à la porte des buts. Il a lancé une balle. Je ne sais pas comment elle a fini par sortir de son bras, mais rentré dans le casse à Williams. C'était un zipper. C'était carrément sur la cible. Je veux dire, s'ils marquent là et ils convertissent 2 points, ben, ils sont à 8 points d'un match 2 touchés. Tu sais qu'ils peuvent le faire. 21, 24 points dans un quart, ils l'ont souvent fait. Donc, au moins, ça nous aura amené ça. Mais quand tu es joueur de ligne à l'attaque, c'est des portes de saloon. Je veux dire, tout le monde perd confiance. Les coachs. Pour vrai, tout part de là. Je ne vais pas recommencer sur ce que les amateurs regardent le plus. Puis ils ont raison de regarder les gars qui sont impressionnants, qui sont spectaculaires, qui sont super athlétiques, qui sautent haut, qui courent vite. Mais quand tu n'as pas la cohésion de ces gars-là, c'est aussi même de ne pas te présenter. C'était horrible comme performance de ligne à l'attaque. Ça affecte une équipe au grand complet. Vraiment. Puis en terminant, dans le fond, y a-t-il des équipes que tu vois, quelles équipes tu vois qui tu vas se rendre au Super Bowl l'année prochaine? Moi, j'avais encore les Chiefs qui se rendaient cette année. J'avais un Super Bowl Chiefs-Packers. Nos amis les Packers, ils ont fait ça des mains à Lambeau. Évidemment, Tom était de passage. Avoir et Drew Brees. Ben, pourquoi pas faire la même chose à Aaron Rodgers? Au moins, lui, il ne l'a pas envoyé à la retraite. Mais moi, c'est encore 2 clubs que je verrais très bien se retrouver au Super Bowl 56. Là, si Brady revient, ça commence à être touché parce que je ne vois pas lesquels éléments des Buccaneers clés en défensive pourraient quitter et qui est vraiment irremplaçable dans les gars qui pourraient partir. Cette ligne à l'attaque-là va être encore vraiment forte. Tristan Wirfs, qu'on a ramassé en première ronde, ça, c'est dans le plan Brady. Ce gars-là va devenir un des joueurs de ligne à l'attaque dans les 5 plus dominants dans les 3 prochaines années, si ce n'est pas déjà le cas. Donc, c'est un gars autour duquel tu peux bâtir. Tu n'es même pas pressé d'en repêcher tant que ça. Peut-être assurer la position de lier rapproché à long terme. Si Gronk reste sur cette sorte de céréale-là, il va être capable de nous jouer un autre Super Bowl. Mais je ne pense pas que Gronkowski va encore jouer des Super Bowls à 43 ans comme Brady. Je sais qu'à 31, il a peut-être le corps de 40 et il m'a gagné en tabarouette. C'est une position renouvelée chez les Buccaneers. Peut-être qu'Anthony Auclair peut prendre sa chance à ce niveau-là. Il travaille tellement fort, je ne serais pas surpris. Mais les Bucs ne sont pas discartés non plus. Là. Et les Bills de Buffalo, ils ont pogné le Waterloo aussi à Arrowhead Stadium. Ils ont mal joué, ils savent ce qu'ils ont mal fait contre les Chiefs. Il n'aura peut-être pas perdu plus que 31-9 au Super Bowl. C'est une sérieuse équipe de football, puis je pense qu'il faut les considérer. C'est une équipe qui développe bien. Avec l'arrivée de Diggs, c'est probablement un des morceaux qui lui manquait de plus. Puis Josh Allen, il a pogné sa tasse de thé contre les Chiefs, mais c'est un gars très, très prometteur. Puis mes Raiders, devraient peut-être faire des séries à un moment donné. Je viendrai au courant. On se posait là à Vegas à l'automne prochain. Si le PM nous laisse aller, je vous tiendrai au courant. On est supposé y aller cette année pour la saison inaugurale, mais il n'y a pas eu un fan dans les estrades de l'année à Vegas, au Nevada. C'était strict. Donc, on va aller faire un tour. Là. Probablement contre les Chiefs. Il faut recommencer à rêver. Il faut se faire des projets. On va leur avoir ça dans la NFL bientôt. Ouais. C'est ça. Là, je vois que le podcast dure déjà environ 50 minutes, fait que je pense qu'on va arrêter ça là. Vince Cochon, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation et d'être venu à Boisvert Radio. C'était un plaisir. Continuez votre beau travail. Puis, écoute, vous me direz quand c'est en ligne, on va partager pour qu'on ne soit pas les trois à regarder ça. Good. Donc, je te souhaite une bonne continuité dans ta carrière, qu'on va suivre avec attention. Merci. Et aussi, pourquoi pas un Super Bowl bientôt pour les Raiders. Entendre dire ça, c'est de la poésie. Peut-être les Rams, Anthony, on ne sait jamais. Avec Matthew Stafford qui vient d'arriver. En tout cas, ça marche. On va espérer parce qu'il a coûté cher. Ça coûte cher, accord après accord. Écoute, moi, 2 choix de première ronde. En finissant, je ne suis pas contre ça. Je veux dire, quand c'est ta chance, tu embarques dans ton nouveau stade, tu vois ta fenêtre de 3 ans, mais il faut que ça marche. Il faut qu'Aaron Donald retourne au Super Bowl. Quel joueur extraordinaire. Pour vrai, extraordinaire. Good. Salut, boys. Bonne fin de journée à toi. On parlera du Canadien une autre fois. Ouais. Anthony, merci d'être venu pour la première fois sur tes podcasts. Tu as été excellent. Merci, c'est super gentil.
Merci à vous aussi, chers auditeurs, d'avoir été à l'écoute ce soir. Je vous invite à suivre Boisvert Radio sur Facebook et Instagram. Et sur ce, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle émission à Boisvert Radio.